1500 Vélosol X par jour, 900 ouvriers, 70 pays. Aujourd'hui, des cours de tennis à la place de l'usine. C'était le boulevard de Verdun à Courbevoie, le cœur de la mobilité populaire française pendant 20 ans. L'engin du facteur et du lycéen, de Monsieur Hulot et de Brigitte Bardot. La bicyclette qui roule toute seule, née sous l'occupation dans les ateliers fermés d'un ingénieur centralien qui avait sorti ses vieux brevets d'un tiroir pour redonner du mouvement à une France immobilisée. Puis, les décisions ont commencé. Renault a acheté, puis cédé. Motobécane a repris, puis étranglé la gamme pour protéger la mobilette. Motobécane a fait faillite. Une holding créée pour 250 000 francs a récupéré ce qui restait. Yamaha est devenu actionnaire dominant. En août 1988, les chaînes de Saint-Quentin se sont arrêtées. Les 100 derniers exemplaires ont été vendus aux enchères en direct sur TF1 par Jean-Pierre Foucault au profit des Restos du Cœur. 42 ans, de Georges Bidault examinant l'engin au Grand Palais en 1946 à Foucault animant les enchères en 1988. 7 millions de machines, une série de décisions et à la fin un carré de tennis. Ce n'est pas l'histoire d'une catastrophe, c'est l'histoire de ce qu'on choisit de laisser mourir et de la façon dont on s'y prend en France pour ne pas l'avouer. Chapitre 1. Un carré de tennis à Courbevoie. Il faut d'abord vous parler d'un carré de tennis. À Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, au bout du boulevard de Verdun, à l'angle de la rue du Bonnet, se trouve le complexe sportif Jean Borotra. Des cours en résine synthétique, des vestiaires propres, un tableau d'affichage pour les inscriptions aux tournois locaux. Un équipement municipal discret, sans histoire apparente, que l'automobiliste qui rentre de La Défense dépasse sans lui accorder un regard. La ville qui héberge les tours de verre des multinationales, les sièges sociaux et les façades d'acier, y a fait quelque chose de remarquable. Elle a enterré une mémoire. Sous ses cours, il y a les fondations d'une usine qui produisait, à son apogée, 1500 machines par jour. Une usine dont les ouvriers repartèrent le soir sur leur propre fabrication, reconnaissable au bruit qu'ils faisaient dans les rues de Courbevoie, ce bourdonnement aigrelet et continu du deux temps, cette odeur âcre et sucrée de Solexine qui restait dans les vestes et imprégnait les ruelles. 1500 par jour, 900 emplois, 15 000 mètres carrés d'atelier. Aujourd'hui, un carré de tennis. Cette histoire ne commence pas, pourtant, par une fermeture. Elle commence par une inauguration et par la visite d'un chef de gouvernement. Le 19 octobre 1946, Georges Bidault, qui préside le gouvernement provisoire de la République française depuis à peine un mois, traverse la nef du Grand Palais. C'est le 33e salon de l'automobile et du cycle, le premier depuis 1938, 8 ans d'interruption, une guerre entière passée. Paris refait ses vitrines. La Renault 4 chevaux est là, toute neuve, ronde et prometteuse. La Panhardina X attire les regards avec sa légèreté inattendue. Et dans ce salon qui ressemble autant à une déclaration d'intention nationale qu'à une foire commerciale, Bidault s'arrête devant un stand où repose un engin singulier. Un vélo noir. Ordinaire. Cadre homme. Marque Alcyon. Mais sur la roue avant, posé en équilibre comme une pensée de dernière minute, un petit moteur de 45 cm3, relié à la jante par un galet en caoutchouc. 13 600 francs. 25 kg. 28 km/h de pointe. 1 litre 25 de mélange au 100 km. Bidault examine l'engin. Quelqu'un lui explique le principe. Pas besoin de permis, pas besoin de compétences mécaniques baradac particulières, pas besoin d'essence pure, un mélange prédosé dans un bidon, une manette abaissée, le galet sur la roue, et la bicyclette roule toute seule. Le chef du gouvernement hoche la tête. Il a compris quelque chose que les ingénieurs de Courbevoie savent depuis 4 ans. La France de 1946, une France qui sort de l'occupation avec ses vélos abîmés, ses autobus rares, ses trains surchargés, sa pénurie d'essence, a besoin d'un objet exactement comme celui-là. Pas d'une voiture, pas d'une moto, d'une bicyclette qui roule toute seule. Ce soir-là, dans la nef du Grand Palais, la même salle voit naître la Renault 4 chevaux et le vélo Solex. 2 ans plus tard,
La Citroën 2 chevaux les rejoindra dans la mémoire collective. Ce salon de 1946 est le salon matriciel de la mobilité française d'après-guerre. C'est ici que s'inventent les symboles de la France qui va se reconstruire. Et le vélo Solex est le plus modeste de tous, le plus accessible, le cousin prolétaire des grandes cylindrées. Il sera, pour des millions de gens qui ne pourront jamais s'offrir une voiture, la première forme de liberté motorisée. Bidault ne sait pas encore, ce soir-là, que cet objet qu'il contemple va traverser 70 pays, équiper 7 millions de Français en 4 décennies et finir ses jours dans un plateau de télévision caritative un soir de décembre 1988. Personne ne le sait encore, mais l'histoire a déjà commencé, 41 ans plus tôt, dans les amphis de l'École centrale des arts et manufactures de Paris. Chapitre 2. 2 centraliens et un carburateur. Ils sortent ensemble de Centrale en 1905. 2 ingénieurs, 2 tempéraments, une association qui va durer 40 ans. Maurice Goudard vient de la bourgeoisie parisienne aisée. Il a la confiance tranquille de ceux qui n'ont jamais douté que le monde leur était ouvert. Marcel Louis Ménesson, lui, est né le 30 avril 1884 à Villeneuve-sous-Damartin, 5e enfant d'une famille que son père a quittée trop tôt. Orphelin de père, Ménesson a été admis à Centrale à 18 ans, 9e sur 250 candidats. 9e, cette précision dit quelque chose sur l'homme. Il comptait les places. Il mesurait les distances entre lui et les autres. Il savait exactement où il se situait dans le monde des choses précises, et cette exactitude-là ne le quittera jamais. C'est elle qui lui fera inventer, 30 ans plus tard, un instrument de mesure au millième de millimètre. Et c'est elle qui guidera la main du prototype de décembre 1940. En 1905, certaines sources disent 1906, l'année du premier brevet enregistré, les 2 ingénieurs créent la société Goudard et Ménesson. Leur domaine initial, les radiateurs. Pas encore les carburateurs, pas encore la légende des 2 roues, un radiateur en forme de tambour ventilé par une roue centrifuge. Brevet numéro 3, 177 279, déposé en 1906. Une idée simple, efficace, brevetable. Goudard et Ménesson fonctionnent comme ça. Identifier un problème industriel, proposer une solution précise, breveter la réponse. L'année même du brevet, il remporte l'appel d'offres de la Compagnie Générale des Omnibus de Paris pour équiper 400 autobus Schneider. 400 autobus, dans une ville qui est en train d'inventer sa modernité motorisée. C'est leur premier grand contrat, et il leur donne une visibilité immédiate dans l'industrie automobile naissante. La France est en train d'inventer l'automobile. Goudard et Ménesson ont choisi le bon moment pour exister. Il leur faut maintenant un nom de marque. Goudard organise un concours en famille, littéralement au sens propre du mot. Il réunit les siens et pose le problème dans les termes d'un ingénieur. Trouver un mot de 5 lettres, 2 syllabes, qui se prononce à l'identique dans toutes les langues. Pas de consonnes imprononçables pour un étranger. Pas d'accent problématique, un mot universel avant même que le concept de marque internationale soit formalisé. La famille délibère. Quelqu'un propose Solex. Le 14 juin 1910, la marque Solex est officiellement déposée. La coïncidence mérite d'être notée. 3 ans plus tard, naîtra Rolex en Suisse, puis Bolex, puis Molex. Toute une génération de marques construites sur cette terminaison en Lolex. Ce son qui semble à la fois mécanique et propre, précis et universel. Goudard n'a pas fait du marketing, il a résolu un problème d'ingénierie appliquée aux mots. Et le résultat, sans qu'il le cherche, est une des marques les plus reconnaissables du siècle. 20 ans passent. La société grandit, se spécialise, change de braquet. En 1923, Goudard devient président de la Chambre syndicale des accessoires pour automobiles, cycles et appareils aériens. De 1932 à 1936, il préside la Société des ingénieurs de l'automobile. Homme libéral affiché, il démissionne de ses fonctions syndicales sous l'occupation et publie en 1942 un essai confidentiel, tiré à 500 exemplaires, La défense du libéralisme.
Goudard est aussi un homme de conviction, mais discrète, exercé à l'écart des tribunes. Pendant ce temps, Solex a basculé du radiateur vers le carburateur, en rachetant les brevets de Jouffret et René. C'est un changement d'univers technique, mais la logique est identique. Trouver le composant qui manque, breveter la solution, conquérir le marché. Et Solex conquiert. À partir de 1923, ces carburateurs équipent Hispano-Suiza, puis Citroën, Peugeot, Renault, Simca. Par licence à l'étranger, Rolls-Royce en Angleterre, Alfa Romeo et Fiat en Italie, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Porsche en Allemagne. Les moteurs aéronautiques Guillaume et Rhône, orgueil de l'industrie française, embarquent des carburateurs Solex. Et à partir de 1960, une licence accordée au japonais Mikuni étendra la présence Solex jusqu'aux futurs Honda, Suzuki et Yamaha. Le carburateur Solex est en train de devenir un standard mondial. Voilà la première ironie fondatrice de cette histoire. Mikuni fabrique les carburateurs Solex sous licence depuis 1960. Ces mêmes carburateurs équiperont les motos japonaises qui, 10 ans plus tard, commenceront à tuer le vélo Solex. La France paiera de sa propre main l'arme de sa propre exécution. Mendelssohn, lui, ne s'est pas arrêté d'inventer. En 1932, il présente à l'Académie des sciences son micromètre pneumatique, un instrument permettant des mesures au millième de millimètre. Le 25 avril 1932, il expose le principe devant l'Académie. C'est une précision absolue dans un monde industriel qui apprend à mesurer ses tolérances. L'homme qui a fait entrer Solex dans les moteurs du monde entier est aussi celui qui invente l'outil pour voir ce que l'œil ne voit pas. Mais c'est l'occupation qui va l'amener à son idée la plus audacieuse et la plus humble. En 1940, la France est vaincue, immobile, vidée de son essence au sens propre. Les voitures réquisitionnées ou inutilisables, les autobus rares, les Parisiens à bicyclette. Et Mendelssohn, 60 ans, ingénieur de précision, homme habituellement tourné vers les moteurs puissants des automobiles et des avions, sort de ses tiroirs 2 vieux brevets dormants. Il en avait déposé un premier le 4 octobre 1916 sur les moyens pour actionner les roues démotrices des véhicules. Un second le 31 décembre 1918. Les deux avaient dormi un quart de siècle dans les archives. Le monde n'était pas prêt, ou plutôt, le monde n'en avait pas encore besoin. En 1940, le monde en a besoin. Chapitre 3. La bicyclette qui roule toute seule. Mendelssohn fait construire un prototype, moteur à explosion de 38 cm3, transmission par galet en caoutchouc sur la roue avant, pas la roue arrière, la roue avant. Un choix qui définira pour toujours la silhouette reconnaissable du vélo Solex, ce moteur pointé vers l'avant comme un bâton de sourcier. En décembre 1940, le moteur est monté sur un vélo d'homme Alcyon, noir, filet blanc et rouge, cadre ordinaire de vélo ordinaire. Et la bicyclette roule. C'est un objet paradoxal que Mendelssohn vient de créer sous l'occupation. L'ingénieur qui a passé 40 ans à faire des moteurs pour les automobiles de la bourgeoisie et les avions de l'armée invente, sous l'ennemi, dans une France immobilisée, un moteur pour tous. Un moteur de 38 cm3 posé sur un vélo à 19 €. La mobilité démocratique par la contrainte. Le prototype de décembre 1940 est là, mais il n'est pas encore le vélo Solex. Il faut une année de plus pour l'affiner. Le premier prototype abouti est daté de fin 1941. L'année suivante, en 1942, 700 exemplaires de pré-série quittent les ateliers de Courbevoie. Pas pour la vente, pour le test. Ce sont les employés de Solex eux-mêmes qui les reçoivent, qui les utilisent chaque jour pour aller et venir de l'usine, qui remontent les pannes, les défaillances, les réglages à reprendre. 700 cobayes volontaires dans les rues de la banlieue parisienne sous occupation testent, sans vraiment le savoir, l'objet qui va changer la mobilité française. Le 5 juin 1943, un décret du gouvernement de Vichy crée la catégorie bicyclette à moteur de secours pour les engins de moins de 50 cm3. Ce cadre juridique, né dans les circonstances de la collaboration administrative, est un don inattendu. Il donne une existence légale à un objet qui n'en avait pas encore.
On peut se demander si c'est le simple hasard de la bureaucratie ou si quelqu'un, dans les couloirs des ministères de Vichy, avait compris ce que Ménessone était en train de faire. Dans tous les cas, le décret est là. L'objet a désormais un nom administratif, une catégorie, un espace dans le droit français. La guerre finit. La France se redresse. Et en octobre 1946, le modèle définitif est prêt pour le Grand Palais. La cylindrée passe de 38 à 45 cm3. La puissance atteint 4 dixièmes de cheval à 2000 tours. L'engin pèse 25 kg. Il monte à 28 km/h. Il consomme 1,25 litre de mélange au 100 km. Et ce mélange, ne sera pas de l'essence ordinaire. Ce sera la Solexine. Le prix de lancement, 13 600 francs. Et au Grand Palais, le 19 octobre 1946, dans ce salon qui est à la fois une foire et une déclaration d'intention nationale, le Vélosol X fait ses débuts devant Bidault et devant la France. Dans cette même nef se trouve la Renault 4 chevaux et la Panhard Dyna X. La Citroën 2 chevaux les rejoindra en 1948. Ce sont les 4 objets fondateurs de la mobilité française d'après-guerre. Et le moins cher des 4, le plus simple, le plus accessible, c'est lui. La production démarre à 15 machines par jour dans les ateliers de Courbevoie. 15, le chiffre paraît modeste. Mais en 1948, on en sort 25 000 dans l'année. En 1949, 36 000. Le marché n'attendait que d'être servi. Ménessone a 62 ans quand son Vélosolex est présenté au Grand Palais. Il sera fait commandeur de la Légion d'honneur le 29 octobre 1952. Il mourra le 18 avril 1976, 30 ans après la présentation au salon et 7 millions d'engins plus tard. Goudard, lui, ne verra pas longtemps le succès. Il meurt en 1948, 2 ans après le Grand Palais. C'est son fils Félix qui prendra le relais au commercial. Chapitre 4. L'écosystème du boulevard de Verdun. L'usine de Courbevoie s'installe au 68 boulevard de Verdun. Un quadrilatère entre le boulevard de la Paix, la rue du Bonnet et la rue Hulbach. 15 000 m² au total, 11 000 m² d'atelier. La raison sociale est la SINFAC, Société industrielle nouvelle de fabrication pour l'automobile et le cycle. Capital de départ, 40 millions de francs en 1950. À la direction opérationnelle, 2 hommes, Gaston Chapelle à la fabrication, Félix Goudard au commercial. Mais l'usine n'est pas seule. Ce qui se construit autour du Vélosol X dans les années 50, c'est quelque chose que l'histoire industrielle nomme rarement par son vrai nom. Un écosystème national. En 1947, BP crée la Solexine. Un mélange prédosé, 2 temps, formulé spécifiquement pour les moteurs Solex, vendu en bidon de 2 litres dans toutes les stations-service de France. Ce n'est pas de l'essence ordinaire. Ce n'est pas un lubrifiant. C'est la Solexine, un carburant dédié à une seule machine fabriquée dans une seule usine au boulevard de Verdun à Courbevoie. Pensez-y un instant. Parmi tous les produits industriels qu'a jamais fabriqué la France, combien ont eu leur propre carburant dédié? La locomotive à vapeur, peut-être, l'avion, et le Vélosol X d'un ingénieur centralien de 60 ans qui avait sorti ses vieux brevets d'un tiroir sous l'occupation. BP ne mise pas sur un accessoire de niche. BP mise sur une infrastructure nationale. En retour, un réseau de stations-service Solex maille le territoire pour l'après-vente, les révisions, les pièces de rechange. On peut traverser la France sur un Solex avec la certitude de trouver de la Solexine dans la prochaine ville et un mécanicien agréé dans la suivante. Ce n'est pas un cyclomoteur qu'on a inventé à Courbevoie, c'est un standard. Les licences de montage viennent confirmer cette évidence. En 1948, Hispano-Suiza à Genève obtient les droits pour la Suisse. Van der Heim à La Haye prend en charge les Pays-Bas. La SIFAC à Turin monte les Solex italiens. Solex Cycles Limited à Londres couvre le Royaume-Uni. Des réseaux s'organisent en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. À son apogée, le Vélosol X sera commercialisé dans environ 70 pays.
Ironie suisse, à noter en passant, entre 1948 et 1957, les Solex vendus en Suisse sont assemblés par Hispano-Suiza à Genève. 14 750 unités sous licence helvétique. L'icône de la France prolétaire, le vélo du facteur et du curé de campagne, contenait, vissé dans son cadre, un composant fabriqué par l'entreprise qui équipait les voitures d'Autenroy. La gamme, elle, n'arrête pas d'évoluer. Chaque modèle nouveau répond à une remontée de terrain, une panne récurrente, une demande des mécaniciens, une observation des usagers. En 1951, la béquille centrale et le levier de relevage moteur simplifient l'usage. En septembre 1953, le modèle 330 porte la cylindrée à 49 cm3 et la puissance à 5 dixièmes de cheval. En septembre 1955, le 660 adopte une poutre descendante qui modifie la silhouette. En avril 1957, le 1010. En septembre 1958, le 1400. En octobre 1959, le 1700, avec son embrayage automatique centrifuge qui allège encore le geste du démarrage pour ceux dont les mains ou les genoux ne sont plus tout à fait ceux d'un adolescent. Et en juin 1961, le 2200, puissance portée à 7 dixièmes de cheval. Puis, en octobre 1964, le 3300, cadre carré en tôle pliée. Et en mai 1966, le 3800, le plus vendu de l'histoire du vélo Solex. Celui que des millions de Français verront, reconnaîtront, posséderont, regretteront. Les chiffres de production racontent à eux seuls l'histoire du besoin. En 1953, on franchit la barre des 100 000 unités annuelles. En 1956, 228 183. En 1960, 288 194. En 1962, 311 076. Les chiffres s'accumulent comme une houle régulière. Et en 1964, l'année du pic absolu, 387 000 unités sortent des chaînes, 1500 par jour, 6 jours sur 7, sans interruption. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. 1500 vélos Solex par jour en 1964. C'est le sommet. Et personne, à l'intérieur de ces murs, ne le sait encore. Chapitre 5. Le noir sur le pavé. Jusqu'au modèle 3800 de 1966, le vélo Solex est exclusivement noir. Pas de couleur, pas de chrome fantaisie, pas de déclinaison rouge ou bleue pour le marché des jeunes. Noir, comme les vélos qui l'ont précédé, comme les bleus de travail, comme le goudron des nationales. Noir et sérieux, noir et fonctionnel, noir et sans prétention. C'est aussi son identité visuelle. Un Solex, ça se reconnaît à 100 mètres dans la rue. Pas à sa couleur, mais à sa silhouette. Ce petit moteur pointé vers l'avant, ce galet sur la roue, cette fourche légèrement étirée qui le distingue d'un vélo ordinaire. Une silhouette qui ne ressemble à rien d'autre sur la route française et qui finit par devenir une icône sans jamais avoir cherché à l'être. Le slogan est à l'avenant. Simple, direct, parfaitement juste. La bicyclette qui roule toute seule. 6 mots. Une promesse complète, sans fioriture. René Ravaud, qui dessine aussi les affiches de la Loterie nationale, compose pour Solex des images où des femmes en robe légère, des étudiants en veston, des ouvriers en casquette montent leur Solex avec la désinvolture souriante de quelqu'un qui n'a pas à faire d'efforts. La bicyclette qui roule toute seule, dans une France qui travaille dur et n'a pas de temps à perdre avec les complications mécaniques, c'est une promesse qui vaut de l'or. Qui achète un Solex dans les années 50 et 60 ? La liste est la France entière. Le lycéen qui fait 12 km pour rejoindre son lycée de sous-préfecture. L'ouvrière qui enchaîne les 3-8 à l'usine de l'autre bout de la ville. L'agriculteur qui passe d'un champ à l'autre sur des chemins de terre. Le facteur des PTT dans les communes rurales où une voiture serait du gaspillage. Le curé de campagne, l'infirmière, le médecin de quartier, la ménagère qui fait les courses. Et les prix ne laissent aucun doute sur la nature sociale de l'objet. En 1960, le Solex S 1700 se vend 348 nouveaux francs.
la mobilette motobécane, a fait 4,28 est à environ 600 nouveaux francs. La Vespa 125 cm3 importée dépasse 1000 nouveaux francs. Le Solex coûte moitié moins cher qu'une mobilette et 3 fois moins cher qu'une Vespa. Il est autorisé sans permis dès 14 ans. Il consomme 1 litre 25 au 100 km à une époque où l'essence n'est pas chère, mais où les salaires ouvriers ne permettent pas beaucoup de fantaisie. Le Solex est à la mobilette ce que la Citroën 2 chevaux est à la DS. Non pas un produit de substitution pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir mieux, mais une philosophie de la mobilité. Une manière de dire que se déplacer est un droit, pas un privilège. En 1958, Jacques Tati sort Mon oncle. 4 576 928 spectateurs en France. Oscar du meilleur film étranger. Prix spécial du jury au Festival de Cannes. Et dans ce film, Monsieur Hulot, gauche, doux, anachronique, traverse à vélo les ruelles du vieux quartier populaire sur son Solex noir, en contrepoint exact de la villa ultramoderne Harpel, avec ses gadgets ridicules, son jardin géométrique, ses portes automatiques qui s'ouvrent sur le vide. Le Solex est l'objet de la France humaine contre la France du progrès avec majuscule. Tati en fait une icône de résistance douce, une embarcation pour ceux qui refusent de se laisser emporter par la modernité triomphante. Voilà la révélation que Tati n'a peut-être pas cherchée, mais qu'il a faite quand même, en 1958, au moment où Monsieur Hulot monte sur son Solex, l'engin est déjà traité comme quelque chose d'ancien, de nostalgique, de presque disparu. Et pourtant, 1958, c'est 6 ans avant le pic de production à 380 000 unités. Tati patrimonialisait l'objet dans le même mouvement où il inondait le pays. Le vélo Solex était à la fois l'avenir de la mobilité populaire et la mémoire d'une France en train de disparaître. Les deux simultanément. C'est peut-être pour ça qu'il dure dans les mémoires au-delà de toute logique commerciale. Vers 1962, Brigitte Bardot se fait photographier à Saint-Tropez sur un Solex S 2200. Robe légère, lunettes de soleil, posture de quelqu'un qui n'a pas à faire d'efforts. L'image fait le tour des magazines. L'accessoire du facteur et de l'ouvrière devient l'espace d'une photographie, un objet de désir méditerranéen. La bicyclette qui roule toute seule a le même effet sur tout le monde, y compris sur les stars. Et puis, il y a la télévision. Du 4 février au 12 avril 1963, l'ORTF diffuse Jannick Aimé. 52 épisodes de 13 minutes, 5 soirs par semaine. Une infirmière nommée Jannick, interprétée par Janine Villa, sillonne les rues et les routes de Lançon sur son Solex 2200. L'infirmière et le Solex. 5 soirs par semaine dans les foyers français. Il est difficile d'imaginer meilleure publicité. Et elle est gratuite. En 1961, le modèle 2200 passe à 7 dixièmes de cheval. En octobre 1964, le 3300 adopte un cadre carré en tôle plié qui modernise discrètement la silhouette. Et en mai 1966, le modèle 3800 arrive enfin en couleur. Pour la première fois depuis 20 ans, le Solex n'est plus exclusivement noir. Le monde change. C'est planté dans cette chronologie de succès, le premier signe discret que quelque chose a bougé. Un signe que les ingénieurs de Courbevoie lisent peut-être comme une modernisation bienvenue, et que l'historien, 20 ans plus tard, lira comme la marque d'une résistance tardive à une pression commerciale qu'il aurait fallu sentir 10 ans plus tôt. En 1964, Steve McQueen tourne Le Mans. Il sillonne le circuit sur un Solex S 3800 entre les prises. En 2021, cette machine sera adjugée 66 000 $ aux enchères. L'accessoire ouvrier vaut, en 2021, l'équivalent de 180 salaires ouvriers de 1964. Les ironies de la désirabilité rétrospective n'en ont jamais fini de surprendre. Chapitre 6. L'atelier du boulevard de Verdun. Arrêtons-nous ici, au milieu des années 60, au sommet de la production. Avant de raconter comment tout cela a été démonté, il faut comprendre ce que c'était vraiment. L'usine de Courbevoie, à son apogée,
emploie jusqu'à 900 personnes. 900 ouvriers dans un quadrilatère de 15 000 mètres carrés. Dans une ville comme Courbevoie, 900 ouvriers d'une seule usine, ça structure une géographie humaine entière. Les rues que vous empruntez, les cafés que vous fréquentez, les heures auxquelles les trottoirs s'animent et se vident. L'usine organise le temps de la ville. René Duchesne est entré à l'usine le 8 septembre 1949. Il a 20 et quelques années. Son poste, ouvrier spécialisé au réglage moteur et rayonnage de roues. Deux gestes précis complémentaires. Le réglage moteur exige une oreille. Il faut entendre à quel régime le deux temps tourne juste, sentir sous les doigts quand la vis papillon est au bon cran, reconnaître dans le son du moteur la différence entre le bon réglage et celui qui ne tiendra pas. Le rayonnage de roue exige des mains et de la patience, savoir tendre un rayon sans casser sa voisine, entendre le son juste quand on pince la roue terminée, trouver l'équilibre exact entre 48 rayons. Ce sont des savoirs qui ne s'apprennent pas dans un manuel. Ils s'apprennent en faisant pendant des mois, jusqu'au moment où les mains savent avant que la tête ait le temps de formuler. René Duchesne mourra le 1er octobre 1974. 25 ans à Courbevoie, 25 ans sur cette chaîne, dans cet atelier, à ce poste. 25 ans, presque exactement la durée de vie du modèle emblématique qu'il a contribué à fabriquer chaque jour. On ne sait pas s'il a eu le temps de voir arriver le déclin. Les archives de la Société historique de Courbevoie conservent son nom, sa date d'entrée, son poste, sa date de mort. 25 ans de chaîne tiennent dans 4 données. La main-d'œuvre du boulevard de Verdun est celle de la banlieue industrielle des années 50 et d'Apato 60. Une main-d'œuvre du monde entier. Les Italiens et les Espagnols sont arrivés les premiers, dans l'immédiat après-guerre, quand la France reconstituait ses forces de travail aussi vite qu'elle reconstituait ses stocks. Puis, à partir du milieu des années 60, l'immigration portugaise s'intensifie massivement dans les Hauts-de-Seine. 50 000 Portugais dans le seul département de la Seine au 30 et 1 juillet 1965, selon l'enquête préfectorale de l'époque. Des ouvriers algériens font également partie de la chaîne, certains pendulaires entre Courbevoie et les foyers de la banlieue proche. Dans les archives de la Société historique, parmi les noms qui restent, on trouve Gilbert Vignane et Camille Lomellini, des noms italiens, dans une usine française fabriquant l'icône de la France populaire. Personne n'a besoin de le nommer. La France qui se reconstruit est aussi la France qui accueille, durement parfois, inégalement souvent, mais qui accueille. Le bruit de l'usine est particulier, pas les grandes percussions des forges ou les grondements continus des hauts fourneaux. La chaîne Solex produit un son plus menu, plus régulier, un assemblage continu de cliquetis et de tours de clé, de galets qu'on fixe et de moteurs qu'on règle. L'huile de moteur et le caoutchouc des galets composent l'odeur de fond constante dans laquelle les ouvriers cessent d'entrer après quelques semaines et qu'ils ne remarquent plus jusqu'au soir quand ils rentrent chez eux et que leurs vêtements la portent avec eux. La cantine est commune. Le repas de midi est un moment à part. Dans toutes les usines françaises de cette époque, la pause déjeuner n'est pas une interruption de travail, c'est un moment de la République. On mange assis avec un plat chaud entre collègues, c'est la civilisation industrielle appliquée à l'acte de manger. On ne l'appelle pas paternalisme, on l'appelle la cantine et elle fait partie du contrat. La CGT est présente dans l'usine, la CFDT, ex-CFTC depuis 1964, aussi, FO également. 3 organisations syndicales qui coexistent, négocient, ont leurs délégués, leurs tracts, leurs sections. En mai et juin 1968, Courbevoie s'arrête avec toute la France. Les chaînes s'immobilisent, le boulevard de Verdun est silencieux. Les accords de Grenelle du 27 mai 1968 passent. Il faut 25% d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. À Courbevoie, les ouvriers reprennent le travail, les chaînes redémarrent, les Solex recommencent à sortir. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est que le pic de production est déjà loin derrière. 1964, 1500 machines par jour, 900 ouvriers, le sommet absolu.
1968 est encore une belle année, avec le modèle S 3800 Luxe en couleur et des ventes qui restent solides. Mais en coulisses, quelque chose s'est mis en mouvement. La Ciao de Piaggio est sortie en Italie en 1967. Un scooter léger, coloré, facile, venu du pays qui a inventé la Vespa et qui sait ce que les gens veulent quand ils pensent à la liberté sur deux roues. Les motos japonaises, Honda, Yamaha, arrivent sur le marché français avec leur chrome éclatant, leur couleur vive, leur puissance en bandoulière et ce supplément d'âme que le marketing japonais a compris avant tout le monde. Le monde des deux roues motorisées ressemble de moins en moins à ce que fabrique le boulevard de Verdun. Et le boulevard de Verdun n'a pas encore changé de cap. 1964, 380 000 Vélozol X fabriqués. 1968, les accords de Grenelle, la reprise, et en filigrane, les premiers signes de quelque chose qu'on ne nomme pas encore. 1969, la production annuelle est déjà en recul mesurable. La chute ne sera pas soudaine. Elle sera progressive, régulière, inexorable, et aggravée un par des choix que des hommes nommés vont faire dans les années qui viennent. Ces hommes ont des noms. Ces choix ont des dates. Ces dates ont des conséquences que la France ouvrière a payées très longtemps. Et tout commence, vraiment commence, en 1974. Chapitre 7. Le piège japonais. En 1969, Solex sort deux nouveaux modèles. Le Flash, d'abord, plus moderne dans la ligne, équipé d'une transmission repensée. Le 6000, ensuite, qui reprend le cadre du Flash avec quelques améliorations techniques. Ce sont des tentatives sérieuses de modernisation, conduites par des ingénieurs qui ont compris que le marché change. Les deux modèles se vendent correctement. Mais correctement n'est plus ce que c'était en 1964. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui arrive depuis quelques années, depuis l'autre côté du monde. Honda avait lancé la CB195 en 1956, la CB72 en 1960. Yamaha, Suzuki, Kawasaki avaient d'un suivi avec des machines de plus en plus performantes, de plus en plus colorées, de plus en plus désirables pour un adolescent de 15 ans qui veut aller vite et faire du bruit. Ces motos arrivent en France au tournant des années 60, d'abord rares, importées, chères, puis moins rares, mieux distribuées, moins chères. Et elles apportent avec elles quelque chose que le Vélozol X, dans toute sa sobriété fonctionnelle, n'a jamais pu offrir, l'image. Le Solex ne fait pas d'image. Il fait le trajet. Il est l'outil de ceux qui ont besoin d'aller d'un endroit à l'autre, sans dépenser beaucoup d'argent et sans avoir à passer le permis. Ce positionnement, exact, honnête, utile, était sa force pendant les années 50, quand la France entière avait besoin de mobilité, et pas encore les moyens de choisir son image. Mais à la fin des années 60, les fils d'ouvriers et les lycéens des villes moyennes commencent à regarder les catalogues Honda avec une attention que Courbevoie n'arrive pas à capter. Piaggio, lui, avait compris depuis longtemps. La Ciao, lancée en Italie en 1967, est un cyclomoteur léger, vif, joli, exactement la machine que Solex aurait pu être si Menesson avait pensé à la couleur et au chrome, au lieu de penser à l'ingénierie de précision. La Ciao arrive sur le marché français et s'installe tranquillement dans une niche que le Solex aurait pu occuper, mais n'a jamais cherché. Il y a, dans cette chronologie, une ironie que le commerce a rarement le luxe d'apprécier à sa juste mesure. En 1960, Solex a accordé à Mikuni, en Japon, une licence pour fabriquer ses carburateurs. Cette licence a permis à Mikuni d'équiper les premières Honda, Suzuki et Yamaha de la grande série. Ces carburateurs Solex, montés dans des moteurs japonais, ont équipé les machines qui, 10 ans plus tard, venaient en grignoter le marché que le vélo Solex avait construit. La main qui a fabriqué l'arme de sa propre exécution n'était pas une main étrangère. C'était la main de Courbevoie. En 1973, le choc pétrolier. En octobre, les pays arabes membres de l'OPEP décrètent l'embargo. Le prix du baril quadruple en quelques mois. Les Français redécouvrent la notion d'économie de carburant. Les dimanches, sans voiture. Les autoroutes, silencieuses. Et logiquement, mécaniquement, la logique aurait dû fonctionner ainsi,
Dans un pays qui redécouvre l'économie d'énergie, un cyclomoteur qui fait 100 km avec 1 litre de mélange aurait dû s'imposer comme une évidence. Le vélo Solex n'en profite pas. Pas comme il aurait pu. La production de 1974 est encore de 152 000 unités. Une baisse sévère par rapport au pic, mais un chiffre encore respectable. Mais en 1975, elle s'effondre à 80 000. En 1976, elle tombe à environ 41 000. Ces chiffres ne sont pas ceux d'une entreprise qui a su saisir l'opportunité du choc pétrolier. Ce sont les chiffres d'une entreprise déjà en chute libre quand l'opportunité est passée. Pourquoi ? Parce que la modernisation a été trop timide, trop tardive, trop peu profonde. Le Solex de 1973 n'est pas fondamentalement différent du Solex de 1953. Le galet sur la roue avant, la transmission par friction, l'absence de boîte de vitesse, la silhouette de vélo augmentée d'un moteur. Tout cela était une qualité quand la France cherchait la mobilité de base. C'est devenu un handicap quand la France a commencé à chercher quelque chose de plus. Et puis il y a la décision que l'histoire retient comme l'acte d'automutilation le plus spectaculaire de toute cette chronique. En 1973, l'année même du choc pétrolier, l'année même où le monde redécouvre la valeur d'un moteur sobre, Solex cède sa division carburateur à Matra, le cœur historique de l'entreprise. Le savoir-faire fondateur de 1905. L'activité qui équipe Citroën, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Volkswagen, Porsche. On cède le poumon de l'entreprise juste avant que l'air se raréfie. Et on garde le cyclomoteur, dont les ventes déclinent depuis 10 ans. C'est une décision prise par des hommes qui ont des raisons. Concentrer les activités, dégager des ressources, rationaliser. Ces mots reviennent dans tous les documents de restructuration de cette époque. Ils ne sont pas faux. Ils ne disent pas non plus toute la vérité. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'entreprise qui vend son carburateur en 1973 a renoncé à l'outil industriel qui lui aurait peut-être permis de financer la modernisation du vélo Solex. Elle a cédé l'avenir pour payer le présent. L'année suivante, Renault achète 51% des parts, et l'histoire entre dans sa phase décisive. Chapitre 8. Renault, 1 an pour rien. Pierre Dreyfus préside la Régie nationale des usines Renault depuis 1955. C'est lui qui a conduit l'entreprise à travers les 30 Glorieuses, qui a supervisé l'expansion de Flins et de Sandouville, qui a fait de Renault l'une des premières entreprises automobiles d'Europe. En 1974, il regarde le vélo Solex et il y voit quelque chose. Ce quelque chose n'est pas entièrement clair dans les archives publiques. Le prix exact de l'acquisition, 51% des parts de Solex par la régie, n'apparaît dans aucune source consultée. Les archives des journaux économiques de 1974 gardent ce chiffre pour elle. Ce qu'on sait, c'est la logique telle que Renault la présente, diversification dans le deux roues, protection d'un fleuron national et, moins avouable mais probablement décisif, accès à l'immobilier de Courbevoie, en bordure de ce qui s'appelle encore timidement la Défense, mais qui commence à valoir très cher. Renault possède désormais Solex, et Renault fait ce que les grands groupes font quand ils absorbent une marque plus petite. Ils apposent leur nom dessus. En 1965 sort la gamme Renault 2002. Ce sont, très exactement, des Solex Ténor avec un autocollant Renault. Rien de plus. Le moteur était le même. Le galet est le même. La transmission est la même. Seul le logo change. La gamme Renault 2002 disparaît en 1966. 1 an. À peine 1 an. L'un des échecs de diversification les plus rapides de l'histoire industrielle française, une tentative si brève qu'elle semble, rétrospectivement, plus une obligation de faire quelque chose que l'expression d'une stratégie réelle. Renault n'est pas un fabricant de cyclomoteurs. Renault n'a pas les réseaux, la culture, l'expertise pour vendre des deux roues. Et les acheteurs de Solex ne voulaient pas un Renault à deux roues, ils voulaient un Solex. Ce qui se passe entre 1974 et 1975, dans les couloirs de Billancourt et de Courbevoie, n'est pas entièrement documenté. Ce qu'on sait, c'est que Renault a rapidement conclu que le vélo Solex n'était pas son affaire, et quelqu'un en face attendait l'occasion.
Chapitre 9. Motobécane cannibale. Éric Jolm connaît les deux roues mieux que presque n'importe qui en France. C'est lui qui a développé la mobilette chez Motobécane en 1949. Ce cyclomoteur populaire qui est, depuis, le concurrent direct du Vélosol X sur les routes françaises. En 1974, Jolm est à la tête de Motobécane. Et Motobécane veut Solex. Pas nécessairement pour le faire vivre. La location-gérance entre Renault, qui cède ses parts, et Motobécane prend effet en mai 1975. L'opération n'est pas un achat franc. C'est un échange de participation, une prise de contrôle progressive. Le montant précis n'est pas rendu public. Ce qui est rendu public, en revanche, c'est la suite. En mai 1975, l'usine de Tours ferme. 80 licenciements. L'été 1975, l'unité C de Courbevoie, les presses, la soudure, est transférée à Mâcon, en Saône-et-Loire, dans l'usine semi de Motobécane, rue des Frères Lumière, zone industrielle sud. L'unité A, les moteurs, part vers Saint-Quentin dans l'Aisne, siège central de Motobécane, depuis juin 1951. 120 licenciements dans les bureaux de Courbevoie. Et le 15 septembre 1976, l'usine du 68 boulevard de Verdun ferme définitivement ses portes. L'humanité couvre les grèves de juillet 1975. La CGT conteste le démantèlement du réseau de concessionnaires exclusifs. Les ouvriers qui partent savent ce qui se passe. Les ouvriers qui restent, ceux qui acceptent le déménagement vers Mâcon ou Saint-Quentin, savent aussi ce qui se passe. Tout le monde sait. La question n'est pas de savoir. La question est de savoir si quelqu'un va intervenir. Personne n'intervient. Ce qui se passe à Courbevoie en 1975, c'est une élimination chirurgicale. Dès que Motobécane prend le contrôle, la gamme Solex est réduite à sa plus simple expression. Un seul modèle subsiste en production, le S3800. Tous les autres, le 5000, les versions spéciales, les déclinaisons, disparaissent des catalogues. Motobécane ne simplifie pas la gamme Solex pour la rationaliser. Motobécane simplifie la gamme Solex pour que le Solex ne concurrence plus la mobilette. Le seul modèle maintenu est le plus humble, le moins menaçant, celui qui s'adresse aux acheteurs que la mobilette ne cherche pas à conquérir. Motobécane ne sauve pas le vélo Solex. Motobécane le tue lentement pour sauver la mobilette. À Mâcon, dans l'usine Semi, 12 000 m² couverts, créé en 1969, 300 à 400 salariés avec intérim, les chaînes tournent encore. La production du S3800 atteint par moment 260 unités par jour. Ce n'est plus le boulevard de Verdun, ce n'est plus Courbevoie, ce n'est plus l'usine qui sentait la solexine et l'huile de moteur depuis les rues environnantes. Mais ça tourne encore. Jusqu'au 30 avril 1979. Ce jour-là, l'usine de Mâcon ferme à son tour. La production Solex est transférée vers Saint-Quentin, plus exactement vers la zone industrielle de Rouvroy, à 2000 cents dans l'Aisne. Et cette fermeture-là, contrairement à celle de Courbevoie, se passe sans grand bruit public. La France a d'autres choses à regarder en 1979. Motobécane elle-même commence à vaciller. La mobilette, que Motobécane avait préservée en sacrifiant le Solex, ne survit pas non plus. En 1970, Motobécane assemblait une mobilette toutes les 10 secondes sur 10 chaînes parallèles. 10 millions d'unités produites au total sur la durée de vie du modèle. C'était un empire. Puis la concurrence japonaise a attaqué par le haut de gamme. Le port obligatoire du casque a refroidi les acheteurs occasionnels. La démocratisation de la voiture bon marché a aspiré le bas de gamme. Les tentatives de diversification, notamment les 3 cylindres 2 temps de 1973, échec commercial cuisant, ont coûté cher. Et l'entreprise qui avait absorbé Solex pour se protéger n'arrive pas à se protéger elle-même. Le premier dépôt de bilan intervient vraisemblablement en 1981. La procédure s'étire. Et le 12 janvier 1984, le tribunal de commerce de Paris valide un plan de reprise. Éric Jolm, l'homme qui avait pris le contrôle de Solex 9 ans plus tôt, perd la main. Son nom disparaît des instances dirigeantes de la nouvelle entité.
Ce qu'il devient ensuite reste une lacune dans les archives disponibles, comme si l'histoire avait décidé de ne pas raconter la fin de ceux qui ont fait des mauvaises décisions, seulement leurs conséquences. Chapitre 10. M. BK ou l'abandon socialiste. Le 12 janvier 1984, le tribunal valide un plan porté par un homme que personne, dans le monde des deux roues français, n'attendait à cette place. Xavier Mogendre est l'ancien importateur Kawasaki en France. Il a aussi été président de la Chambre syndicale française des importateurs de motos. En clair, c'est un homme dont la carrière consiste à introduire des motos japonaises sur le marché français. Et cet homme-là, qui a passé des années à importer les machines qui ont contribué à tuer la production française de deux roues, reprend, le 12 janvier 1984, la dernière grande marque française de deux roues motorisées. Il y a dans ce renversement quelque chose qui dépasse l'ironie. C'est l'image exacte de ce que la mondialisation a fait à l'industrie française des deux roues. Les hommes qui avaient construit leur carrière sur l'importation du produit étranger ont fini par hériter du produit national. La holding est créée au capital de 250 000 francs. 250 000 francs. Pour ce prix-là, le prix d'un appartement de taille moyenne à Paris en 1984, on acquiert un siècle d'histoire industrielle, des usines, des marques, des savoir-faire. La direction est ainsi répartie. Guy Blanc comme PDG, Jean-Michel Basset comme directeur général, Xavier Mogendre comme directeur général adjoint. Le capital est à 60% français, dont 20% apportés par des instances régionales picardes, désireuses de sauver les emplois de Saint-Quentin, et à 40% étrangers. Parmi ces actionnaires étrangers, Yamaha, Sonoto, Dieteren, Sachs. Le nom, MBK Industries. Trigramme hérité de Motobécane. Révélation qui mérite d'être notée. Le nom qui sonne japonais est en réalité l'adresse télégraphique historique de la vieille Motobécane de Pantin. Le Japon récupère une marque dont le nom vient de France. Yamaha n'est pas encore majoritaire en 1984. Mais en 1986, à la faveur d'une augmentation de capital dont les parts sont majoritairement réservées, Yamaha devient actionnaire dominant. La transition est complète. Cette opération n'a pas eu lieu dans un vide politique. Laurent Fabius est ministre de l'Industrie jusqu'au 17 juillet 1984, puis Premier ministre. Pierre Bérégovoy est aux affaires sociales puis à l'économie. Ce sont des membres du gouvernement socialiste de Pierre Mauroy puis de Laurent Fabius. Le même gouvernement socialiste qui, pendant ces mêmes années, dénonce publiquement les restructurations dites « sauvages » de Peugeot Talbot et Citroën Aulnay, qui parlent de reconquête industrielle, de défense du patrimoine manufacturier français. Ce même gouvernement coordonne l'agrément des pouvoirs publics pour un montage qui confie la dernière grande marque française de deux roues à un consortium dont Yamaha est l'actionnaire clé. 250 000 francs pour une holding. La protection du patrimoine industriel dans la pratique du gouvernement socialiste de 1984 ressemblait à ça. La production Solex continue à Saint-Quentin sous MBK. Le S3800, seul modèle survivant depuis les coupes de Jaulmes, sort toujours des chaînes dans la zone industrielle de Rouvroy. Mais les chiffres racontent une agonie. Les volumes baissent d'année en année. Le marché du cyclomoteur bon marché s'est effondré. Les jeunes veulent des mobylettes colorées, des vélomoteurs, des scooters. Le S3800, avec son galet sur la roue avant et ses couleurs discrètes, est devenu l'engin de ceux qui ont toujours utilisé un Solex et ne voient pas pourquoi ils changeraient. Ces gens-là vieillissent. Leurs enfants regardent ailleurs. En 1988, Yamaha tire la conclusion que les chiffres lui ont dicté depuis plusieurs années. La production du vélo Solix thermique est arrêtée à Saint-Quentin en août 1988. L'arrêt définitif est acté en novembre. La dernière numérotation de production connue est celle du 7 novembre 1988. Chapitre 11, le 17 décembre. Mais avant la date du 7 novembre, il y a les 100 derniers. En octobre 1988, les chaînes de Saint-Quentin produisent une série spéciale. 100 exemplaires désignés en interne sous le nom de série Radio Nostalgie. Ce sont les derniers vélos Solix thermiques Tarentac français, pas au sens statistique, mais au sens conscient et délibéré du mot.
On sait, en les construisant, que ce sont les derniers. On les numérote. On les reconnaît. 8 de ces 100 exemplaires vont prendre un chemin particulier. Le 17 décembre 1988, la chaîne TF diffuse Une soirée pour les restos. L'émission est organisée au profit des Restaurants du Cœur, l'œuvre fondée par Coluche 3 ans plus tôt, qui distribue des repas gratuits aux personnes sans ressources. Jean-Pierre Foucault anime. Véronique Colucci, veuve de Michel Colucci, est présente. Et dans le cours de cette soirée, 8 Solex de la série Radio Nostalgie sont proposés aux enchères. Les téléspectateurs français achètent, au profit des Restos du Cœur, les 8 derniers vélos Solex thermiques mis en vente. L'icône du deux roues populaire français ne s'est pas éteinte dans une grève, ni dans une manifestation ouvrière, ni dans un plan social annoncé en communiqué de presse depuis un siège étranger. Elle s'est éteinte un soir de décembre, en direct sur TF1, dans un plateau caritatif animé par Jean-Pierre Foucault. C'est la synthèse involontaire et parfaite du déclin industriel français des années 80. Pas de violence, pas de larmes, un plateau bien éclairé, un animateur jovial, une bonne cause, et à la fin, les acheteurs repartent avec leur Solex sous le bras et se sentent main généreux. L'objet qui avait traversé les barricades de mai 68 finit ses jours dans la générosité télévisée de décembre 1988. Entre octobre 1946 et novembre 1988, la France a produit, selon les sources, entre 7 et 8 millions de vélos Solex. 7 millions selon la Société historique de Courbevoie pour la seule production française. 8 millions si l'on additionne les licences étrangères. 70 pays. 900 ouvriers au plus fort. 42 ans. Georges Bidault avait examiné l'engin au Grand Palais le 19 octobre 1946. Jean-Pierre Foucault animait les enchères le 17 décembre 1988. Ces deux événements encadrent exactement 42 ans d'histoire industrielle française. Courbevoie est désormais sous les cours de tennis. Mâcon est devenue l'usine Massily, qui fabrique de l'emballage métallique. On peut encore voir sur le toit les mâts qui portaient autrefois les lettres Vélo Solex et une ancienne voie de chemin de fer que personne n'a jugé utile d'effacer. Saint-Quentin, zone industrielle de Rouvroy-Haine, tourne encore. Rebaptisé en 2023 Yamaha Motor Manufacturing Europe, 544 salariés, 262 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle assemble le Ténéré 700, l'XS R700, le MT 125, le scooter X-Max. L'usine qui a exécuté le vélo Sol X thermique en août 1988 est l'une des usines Yamaha les plus productives d'Europe. 26 ans de silence industriel français suivent. 26 ans sans qu'un seul vélo Soleil X soit fabriqué en France. Chapitre 12. Le fantôme électrique. Il y a eu des tentatives pour faire revenir le Solex. L'histoire de ces tentatives est, à sa façon, aussi instructive que l'histoire de sa disparition. En 1993, un entrepreneur hongrois nommé Sándor Gattikis présente au Salon de Paris, sous la marque Cyclone Hungaria, un engin qu'il appelle le Cyclone S 3800. C'est, très exactement, un vélo Solex fabriqué en Hongrie, avec des fourches en tôle plus minces que l'original, et des pièces jugées mal ajustées par ceux qui connaissent le S 3800 de près. En 1995, une autre société hongroise, Impex Product Hungaria, reprend la fabrication. En 1996 sort une édition spéciale Roland Garros, 150 exemplaires d'abord, puis 350. En 1998, Magneti Marelli, filiale du groupe Fiat qui possède alors la marque, l'autorise enfin à s'appeler Solex S 3800. En septembre 2004, la production hongroise s'arrête à son tour. En parallèle, un ingénieur français nommé Dominique Chaumont conduit une production en Chine. Elle s'interrompt en l'an 2000 sur interdiction gouvernementale chinoise des moteurs de temps. La France exportait son icône vers Budapest et Shanghai. Elle était devenue importatrice de sa propre légende. En juin 2004,
Le groupe Cible, présidé par Jean-Pierre Bansard, rachète à Magneti Marelli les noms Solex, Vélo Solex et Solexine. Le design du nouveau produit est confié à Pininfarina, le cabinet de Turin qui dessine les Ferrari. Le 23 septembre 2005, le prototype est présenté au Mondial du 2 roues de Paris. En 2006, commercialisation par la filiale Cinbar. Moteur brushless de 400 watts, batterie lithium 36 volts, 35 km/h, 30 à 40 km d'autonomie. Prix entre 1150 et 1595 €. Production en Chine, à Shanghai. L'icône de la France prolétaire, le vélo du facteur et de l'infirmière à 348 francs, est revenu sous la forme d'un vélo électrique dessiné par les Italiens, produit en Chine, vendu à plus de 1000 €. En septembre 2013, Easy Bike Group, fondé par Grégory Trébaol, rachète la marque. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, obtient pour lui un prêt remboursable de la BPI France d'1 300 000 €. La France va relocaliser le Solex. En novembre 2015, une usine de 4100 m² ouvre dans la zone Neptune, 2 à Saint-Lô, dans la Manche, financée par la collectivité locale pour 3 900 000 €. En 2016, 5000 vélos à assistance électrique, Matra et Solex, 70 salariés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le Made in France est là, annoncé, célébré. Puis, le 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances place la société en redressement judiciaire. Passif déclaré, au moins 860 et 1 000 €. Le Solex, relocalisé, vacille à peine 4 ans après son inauguration officielle. Il est sauvé en décembre 2020. Il devient en 2022 le groupe Rebirth. En 2023, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 85 salariés. Partenariat avec Yamaha pour les moteurs électriques PWX3 et PWS2. Le Made in France, dans ce cadre, est une géométrie variable qu'il vaut mieux regarder de près. Les modèles haut de gamme Solex Infinity, Trekking, Dirt sont assemblés à Saint-Lô avec des cadres asiatiques, des moteurs japonais Yamaha ou allemands Bosch, des batteries Bosch et Transix. Seuls les rayons et les jantes viennent de France, de Saint-Étienne. Les modèles d'entrée de gamme sont fabriqués intégralement à Taïwan et en Chine, et les moteurs électriques de ces nouveaux Solex, ces moteurs qui portent le nom de la marque née à Courbevoie, relancée à Saint-Lô, habillés par Pininfarina, ces moteurs sortent de la zone industrielle de Rouvroy, dans l'Aisne, de l'usine Yamaha Motor Manufacturing Europe, de l'usine qui, en août 1988, a produit le dernier vélo Solex thermique. Le site qui a tué le Solex à essence fournit aujourd'hui les moteurs du Solex électrique. Chapitre 13. Ce qui reste. À Courbevoie, il y a un complexe sportif, des cours en résine synthétique, des vestiaires propres. À l'occasion, la Société historique de Courbevoie organise des conférences où des anciens ouvriers viennent parler. Le 12 avril 2022, elle a enregistré leurs témoignages. Leurs voix sont dans des archives. Les noms René Duchesne, Gilbert Vignane, Camille Lomellini sont dans des fichiers. Mais les murs qui les ont abrités, les chaînes qu'ils ont servies, les ateliers qui sentaient l'huile de moteur et le caoutchouc, tout ça est sous des cours de tennis. Ce n'est pas la catastrophe qui a fait ça. Pas la guerre, pas l'incendie, pas l'inondation. C'est une suite de décisions prises par des hommes dont certains ont des archives et d'autres ont disparu, qui ont conduit du sommet de 1964 jusqu'au plateau de TF, un de 1988. Dreyfus a acheté. Jolm a démantelé. Le tribunal de Paris a validé. Mogendre a repris. Yamaha est devenu majoritaire. Les chaînes de Saint-Quentin se sont arrêtées en août. Chaque décision avait une logique. Chaque décision était présentée comme nécessaire. Le mot « nécessaire » revient dans tous les documents de cette époque, pour tous les sujets de ce type. Les 6000 emplois supprimés n'apparaissent dans aucune des notes de synthèse où le mot « nécessaire » figure. Le cote d'un Solex S 3800 restauré, en avril 2026, se situe entre 600 et 850 €.
corrigé de l'inflation, c'est à peu près ce que coûtait un S 3809 en 1966, 373 francs d'alors, transposé à la valeur d'aujourd'hui. L'objet a traversé les décennies sans prendre de valeur ni en perdre. Il vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il était. Un vélo augmenté d'un moteur pour ceux qui avaient besoin d'aller d'un endroit à l'autre sans dépenser beaucoup d'argent. En revanche, un e-Solex électrique neuf en 2026 coûte près de 4 fois plus cher que son ancêtre thermique corrigé de l'inflation. La Renaissance coûte plus cher que l'original. C'est peut-être la dernière ironie d'une histoire qui en a accumulé beaucoup. Dans les rues Sarpi de France, il reste des gens qui ont un S 3800 dans un grenier et qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Des clubs de passionnés qui s'appellent les Léopards Galétophiles de Caen ou les Amis du Solex et de la Mob du Thor et qui se retrouvent le week-end pour faire partir des moteurs qui n'ont pas tourné depuis 20 ans. Des enchères où un Solex de Steve McQueen atteint 66 000 $ parce que la désirabilité rétrospective n'a pas de plafond. Et sur le toit d'une usine à Mâcon, rue des Frères Lumière, il reste les mâts qui portaient autrefois les lettres Vélo Solex. Les lettres elles-mêmes ont disparu. Les mâts, eux, sont encore là, comme une question posée à la façade d'une entreprise d'emballage métallique qui n'a rien demandé. Le silence a la mauvaise forme de ce qui n'aurait pas dû se passer.